Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Myriam Bensala. Myriam, bonjour. Bonjour. Donc cette partie du forum qui est consacrée à la création des archives vivantes et contemporaines de l'art, particulièrement dans le cadre des artistes qui travaillent avec les nouveaux médias, y compris Internet, les réseaux sociaux et bien sûr la culture populaire et comment elles se partagent via les nouvelles méthodes. Donc cette conversation sera en français, mais elle sera aussi pour certaines questions en anglais. Car nous avons avec nous Misla Lipsekal, qui est donc la co-organisatrice de l'exposition et aussi du forum. Bonjour Misla. Et donc, nous aurons ces questions en anglais qui seront sous-titrées. Je vais dire quelques mots sur notre invitée, Myriam Bensala. Merci beaucoup d'avoir accepté cette conversation. Donc, on va découvrir ton parcours. Donc, Myriam est actuellement donc, à Chicago, où elle dirige la Renaissance Society, qui est un centre d'art dans le cadre de l'université. Elle a précédemment travaillé au Palais de Tokyo, notamment autour des programmes culturels. Et elle a également été éditrice de Kaleidoscope et elle a actuellement une exposition Made in LA, donc la Biennale du Hammer Museum à Los Angeles, qui est sur le point d'ouvrir. Donc, j'ai été assez rapide sur sa présentation, mais qui est sur le point d'ouvrir, comme nous aussi, l'exposition aux abattoirs, et on croise les doigts. Donc, on va commencer cette conversation et je vais laisser Misla poser sûrement la première question. Thank you, Annabelle. And Miriam, it's really wonderful to have you with us today. I'm really excited about the conversation that we will have together with you, and I hope that we'll go far in it. In the past, you've credited conversations with artists as an important way to learn and be successful in contemporary art. I mean, this really resonates very deeply with me, as it certainly speaks to my own trajectory. So let's start at the beginning. As someone whose formal field of study was business, who or what influenced this epiphany and your path towards, art writing and curatorial practice? Je réponds en français, donc. Merci beaucoup Misla et merci Annabelle aussi pour l'invitation. Je suis ravie d'être en conversation avec vous deux dans ce contexte. Oui, pour en revenir aux premières années, à la manière dont je suis arrivée à l'art contemporain, en fait, je dirais qu'avant d'avoir fait une école de commerce, avant d'être entrée dans la sphère du business, j'ai fait une classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon à Paris. Et donc, j'étais complètement plongée dans la littérature, la philosophie, le théâtre. Et ensuite, j'ai continué après la classe préparatoire en études théâtrales à la Sorbonne, donc avec un intérêt penché pour le théâtre et la performance. Donc, il y avait déjà un aspect littéraire et théorique à mon parcours. Et je pense que c'est plutôt l'école de commerce qui a été un accident, qui était un peu... je ne suis pas sûre de ce que j'ai envie de faire après la classe préparatoire, donc allons-y, prenons ce qui s'offre à nous. Ce qui a été très formateur en termes de, pas de business, parce que je ne sais toujours pas en faire, mais de circulation entre plusieurs zones. Je pense que l'école de commerce m'a vraiment appris à voyager, à me déplacer et à gérer des projets sur plusieurs continents et sur plusieurs plateformes. Et le retour à l'art contemporain a été assez naturel parce que j'avais gardé de mes années de classe préparatoire vraiment un attrait pour le développement de la pensée et trouver des nouvelles formes de diffuser les idées, de diffuser la pensée. Et l'art contemporain m'est un peu apparu comme ce catalyseur, ce monde où pouvait se développer une pensée nouvelle, ou en tout cas où les chemins théoriques ou les chemins philosophiques pouvaient trouver une nouvelle forme. Et en école de commerce, j'ai fait une spécialisation en médias, art et création à HEC. Et à la fin de la spécialisation, nous avions rencontré des professionnels du monde de l'art et j'avais assisté à une conférence où Marc Alizar, qui était à l'époque le directeur adjoint du Palais de Tokyo, parlait avec Will Gompertz, qui à l'époque s'occupait du marketing à la Tate Modern à Londres. Et j'avais été fascinée par ce que Marc racontait sur le Palais de Tokyo, et le lendemain, je lui ai écrit
une lettre pour lui demander un stage au Palais de Tokyo. Et je me suis retrouvée en stage à 23 ans. Et je pense que les 7 années que j'ai passées au Palais de Tokyo ont été un peu l'équivalent d'un graduate programme aux États-Unis ou d'une continuation de mes études et de mon apprentissage, en fait, parce que j'ai découvert l'art contemporain sur le tas, et ça a été un coup de foudre, et ça a été le commencement. Je vais peut-être rebondir par rapport à ça. Donc, du coup, tu nous expliques, tu pars d'HEC et tu étais en France depuis déjà quelques années, hein, dans mon souvenir. Et donc, finalement, tu te retrouves au Palais de Tokyo, ce qui est quand même le grand écart. Et en même temps, des lieux comme le Palais de Tokyo sont aussi des lieux institutionnels, où justement, on essaie de faire des choses assez différentes des lieux institutionnels. Comment est-ce que toi, tu as développé cette pratique qui finalement aussi dépasse beaucoup le cadre justement de l'institution et de l'exposition? Ouais, alors peut-être une première chose, c'est que quand je suis arrivée au Palais de Tokyo en 2009, le Palais de Tokyo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. L'espace était déjà beaucoup plus restreint. On était sur le Palais de Tokyo ancienne génération, avec simplement l'étage principal, et les sous-sols étaient encore en friche. Les travaux n'avaient pas commencé, et Marc-Olivier Valeur était le directeur. Et je pense que Marc-Olivier a beaucoup influencé. Comme c'était mes premières années d'expérience professionnelle, j'ai été vraiment très influencée par la pratique de Marc-Olivier, qui est quelqu'un qui pense de manière complètement anti-institutionnelle. Et je pense que l'une des choses principales qu'il m'a appris, c'est que le cerveau d'un artiste ira toujours forcément plus vite que le nôtre, et 1000 fois plus vite que celui de l'institution. Et donc, l'institution ne peut que essayer de rattraper cette vitesse, en fait. Et notre travail en tant que personne travaillant dans un musée et prenant soin des artistes et de leurs œuvres, c'est d'essayer de rattraper, en fait, ce temps, ce laps entre la réflexion de l'artiste et le rythme de l'institution. Et donc, je pense que je suis un petit peu partie avec cet état d'esprit, et c'est resté en moi, même une fois que le Palais de Tokyo s'est agrandi. Et puis, il y a toujours eu cet esprit quand même d'essayer de casser les logiques institutionnelles dans cet endroit. Je pense à des formats comme les cartes blanches, par exemple, le fait de donner tout le Palais de Tokyo à un artiste. Ce sont des choses assez incroyables. Mais il est vrai que à un certain moment, moi, j'ai eu besoin de sortir un petit peu de ces carcans institutionnels, parce qu'on finit par les sentir. Et je pense, plus l'institution grandit, plus elle a besoin de ressources propres et de développer ses ressources propres. Plus elle entre en contact avec des éléments politiques, plus le poids de l'institution se fait sentir. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu de cette liberté, malgré l'esprit anti-institutionnel qui perdure. Et du coup, je pense que le Palais de Tokyo m'a donné à la fois envie de voir autre chose, et en même temps de garder un petit peu cette contradiction interne sur les deux fronts de l'institution, et de casser un petit peu les règles. Et en 2016, j'ai décidé de continuer à pratiquer via une carrière de commissaire indépendante, et ce qui ne veut pas dire qu'on ne se heurte pas non plus au carcan institutionnel, même quand on est indépendant. Et justement, est-ce que tu considères que c'est le moment où on a plus vu justement ce travail que tu t'es mis à faire sur la culture populaire, sur l'humour, est-ce que du coup, devenir indépendante quand on a travaillé dans quand même une des plus grosses institutions de Paris, ça oblige du coup à réfléchir aussi différemment, je suppose, différemment aussi la pratique de travail avec les artistes? Et donc, est-ce que c'est ce moment-là où je ne sais pas si c'est de l'œuf ou la poule, mais que commence ce travail avec justement alors, j'aime pas dire l'expression culture populaire, parce que j'aime pas tellement l'idée qu'il y ait une différence entre les cultures, hein, mais quand même justement des moyens d'expression plus larges que ce qu'on dirait les arts visuels ou les beaux-arts classiques. Alors, je pense que ça
cette réflexion autour de la culture populaire, elle est arrivée par deux biais différents. Le premier biais, c'est que lorsque je suis arrivée en France depuis Tunis, donc quand j'avais 18 ans, j'étais pas du tout, je me rendais pas vraiment compte, je pense, des questions d'identité, ou en tout cas, je ne me définissais pas comme quelqu'un de tunisien ou nord-africain, ou j'avais pas pris conscience en fait de qui j'étais en France, ou c'est des choses auxquelles je réfléchissais pas forcément, peut-être par manque de maturité ou d'expérience, et j'étais même, je pense, légèrement pas dans un rejet, mais j'avais envie de partir de Tunisie, j'étais contente d'arriver à Paris, j'étais dans un environnement littéraire, en classe préparatoire, et je me suis fondue dans cet environnement-là, en fait. Et pendant très longtemps, je n'ai pas souhaité mélanger mon origine, mon background avec mon travail ou ma carrière. Et je pense que c'est en arrivant au Palais de Tokyo, et pas au Palais de Tokyo en particulier, mais en commençant à travailler dans le milieu de l'art de manière générale, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage entre la manière dont l'art d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des pays arabes, il y a quand même plein de mots pour définir cette région, mais la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, dans un sens très global, il y avait donc un décalage entre la représentation de cette région à travers l'art contemporain et ce que moi j'en connaissais. Et ça m'a un petit peu questionnée, et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, et notamment à ce que Mohamed Rachidi, qui est un artiste et un universitaire marocain, appelle la commande tacite. En fait, il parle d'une commande tacite que l'Occident projetterait un petit peu sur les artistes de la région nord-africaine ou moyen-orientale, et que ces artistes répondraient à cette commission, et que cette commission serait faite en fait d'une série d'attentes à la fois en termes formels, quant aux formes que ces artistes pourraient produire, mais aussi en termes plus conceptuels, avec des pratiques qu'on attend souvent être en lien avec l'histoire, la mémoire, le passé, la politique, la religion, le conflit, le trauma. Et il me semblait qu'il y avait quand même tout un pan de cette culture qui était complètement oublié, ou qui, en tout cas, n'apparaissait pas à travers l'art contemporain. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, et je me suis dit que je pourrais avoir une fonction corrective un petit peu dans ce milieu. Et je m'y suis notamment intéressée en découvrant le travail d'un certain nombre d'artistes d'une autre génération, qui était donc d'artistes qui ont grandi connectés, donc sur Internet, donc qui avaient à la fois une très forte présence dans leur région d'origine, avec une certaine histoire et une certaine culture, mais qui avaient évolué dans un environnement très globalisé via Internet. Et le travail de ces artistes m'intéressait particulièrement, et souvent le passage entre ces deux pans, entre le local et le global, se faisait via Internet, via la culture populaire. Ensuite, il y a un autre pan qui m'a fait m'intéresser à ça, c'est que je pense que, ne venant pas à la base d'une formation d'histoire de l'art, j'ai toujours eu cet attrait pour des formes d'art un peu plus ouvertes, et je n'ai jamais vraiment hiérarchisé les pratiques. Il n'y a pas de... oui, encore une fois, on dit culture populaire, mais pour moi, il n'y a pas de haut et de bas. Il peut y avoir... en fait, je me suis beaucoup intéressée à ce que Mark Fisher, le théoricien britannique, appelle popular modernism, et il définit ça comme le point de friction entre l'avant-garde et le mainstream, ou le point de friction entre des idées très pointues et la culture populaire. Et cette jonction entre les deux est un point que je trouve très intéressant, et est un point qui permet de débloquer des pratiques vraiment passionnantes. Merci pour ces remarques, parce que c'est vrai que ce sont cette question d'arriver à connaître les artistes. Je dirais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire les rencontrer pour la première fois et ensuite les connaître sur le long terme. C'est un vrai enjeu pour tous les professionnels de l'art, mais je dirais même aussi pour tous ceux qui aiment l'art.
d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand tu parles, je trouve, de cette question du rapport à la culture populaire, c'est vrai que parfois, je pense que dans ce qu'on dit sur la culture populaire, on sait comment on achète un disque, on sait comment trouver un disque. Enfin, un disque, ça fait un peu ancien, mais tu vois, on sait aller sur SoundCloud, on va dire, pour l'équivalent d'aujourd'hui, mais on ne sait pas toujours, si on est surtout quelqu'un de plus jeune, comment est-ce qu'on rencontre un artiste visuel. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi ancré, c'est-à-dire qu'on passe toujours par le biais peut-être plus d'une institution parce qu'on va rarement à l'atelier comme on va au concert. Et les expositions sont encore un mode différent. Et justement, sur ce lien entre première connaissance et connaissance au long cours, est-ce que tu peux nous parler particulièrement justement de cette histoire qu'on commence à connaître entre toi et Myriam Benani, d'autant plus que nous, on montre son travail en ce moment et que c'est quelqu'un avec qui travaille sur cette question-là aussi. Et je crois que vous êtes rencontrés aussi comme ça. Ouais, alors c'est vraiment une super question et c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment parce que ayant pris la tête d'une institution, c'est vraiment une question qui se pose, la question de comment on va au musée, pourquoi on va au musée, qui va au musée et comment ces rencontres ont lieu. Et d'ailleurs, j'ai lu un essai récemment que j'aimerais recommander, qui est vraiment passionnant et qui est resté avec moi. C'est L'art impossible de Geoffroy de la Gannerie, qui a une approche très sociologique en fait de ces questions et qui essaye de décortiquer un petit peu cet aspect du musée comme espace sacré, mais espace avec des barrières très définies en fait, et espace qui par définition ne facilite pas la rencontre, mais au contraire se conforte dans son statut d'îlot. Et je trouve ça assez intéressant. Dans mon cas, je pense que effectivement, le biais de la culture populaire peut aider à rentrer dans des réflexions artistiques de manière un petit peu plus biaisée. Il y a moins de barrières à l'entrée, disons, pour reprendre un terme un petit peu barbare, quand on parle de culture populaire. Et en ce qui concerne les rencontres avec les artistes de manière plus précise, et dans ce cas-là avec Myriam Benani, en fait, ça s'est passé de manière assez aléatoire. Je discutais avec une amie, Negar Azimi, qui est la rédactrice en chef de Bidoun Magazine, qui est aussi un magazine passionnant et qui a été un fondement et un socle pour ma réflexion à la fois sur la culture populaire et sur le Moyen-Orient et sur l'intersection des deux. Et donc, je demandais à Negar si elle connaissait des artistes femmes, pour en revenir à votre exposition qui regroupe des artistes femmes intéressantes. Et on était en 2013, 2014, quelque chose comme ça. Et elle me dit, il faut que tu regardes le compte Instagram de cette fille qui s'appelle Myriam Benani. C'est formidable. Et donc, j'ai découvert Myriam sur Instagram. Et très vite, en fait, à l'époque, j'avais vu une série d'animations qu'elle avait réalisées et je lui avais proposé de les montrer dans le cadre d'une après-midi de programmation au Palais de Tokyo. Donc, on a fait ça. Ensuite, elle m'a envoyé ses vidéos. À l'époque, c'était les vidéos Fardaous Funjab, où elle avait réalisé un espèce de spoof de télé-réalité autour du foulard, du voile. D'ailleurs, qui prenait plutôt le voile comme prétexte pour parler de la télé-réalité plutôt que le contraire. Et j'avais montré cette vidéo lors de plusieurs screenings, souvent aux États-Unis et à Vancouver d'ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à son travail et à cette manière qu'elle avait de mêler son contexte marocain d'origine, mais qui servait en fait comme matériel et pas du tout comme étendard ou pas du tout comme question en soi pour parler de son travail, et des éléments de culture populaire, de post-production, d'animation sur lesquels elle innove vraiment et sur lesquels en fait c'est plutôt sur la forme que
que son art se concentre. Et la relation avec Myriam a été formidable parce que j'ai vraiment pu suivre l'évolution de son travail et que je suis encore. Et il y a... c'est assez génial de se rendre compte de là d'où un artiste part et de suivre sa réflexion, son adaptation au contexte et et les transformations formelles qui peuvent en être. Et je pense peut-être un dernier point sur cette relation, c'est aussi, je pense qu'il y a aussi des relations d'amitié qui se développent. D'ailleurs, on m'a demandé d'enseigner une classe pour une école d'art à Los Angeles. C'est une classe que j'ai centrée sur le thème de l'amitié, l'amitié dans l'art. Et ça part de l'essai de Michel Foucault, L'amitié comme mode de vie. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ces relations qui se développent entre artistes et commissaires ou entre artistes entre eux ou dans ce milieu dans lequel on évolue, parce que l'amitié est une espèce de friche, une espèce de terrain où les concepts peuvent circuler de manière plus simple, quoi. C'est un autre terrain fertile pour la pensée, pour la conversation, pour le dialogue. Et c'est quelque chose qui est assez important dans ma pratique en tant que commissaire. Merci pour cette réponse. Et je voudrais rebondir justement sur ce que tu dis par rapport à cette question de l'amitié, du lien, et par rapport aussi de ces découvertes sur les réseaux et de suivi. C'est vrai qu'aussi nos moyens d'échange aujourd'hui, on va revenir sur l'idée du village global, etc., mais il y a quand même une réalité explicite du village global où on peut être un village de personnes proches, liées par l'amitié, très disséminées, tout en étant en lien et où, d'une certaine manière, la phrase d'amitié peut être suivie d'un échange d'œuvres, suivie d'une phrase d'amitié et d'un échange d'œuvres en permanence, hein, ce qui est forcément pas toujours ce qu'on imagine lorsqu'on est un visiteur. Et c'est vrai que ce rapport de l'amitié complexe, aussi de la rencontre complexe, je trouve qu'il est particulièrement présent dans l'œuvre qu'on présente de Myriam actuellement, puisque c'est une rencontre faite entre deux chanteuses égyptiennes, hein, et où on voit deux modes de vie différents, une sorte d'admiration, un peu aussi de rivalité, de compréhension et d'incompréhension, parce qu'on vit sur deux périodes d'échanges et du coup d'échanges différents, donc ça veut dire de relations humaines différentes. Et peut-être que là-dessus, on peut juste dire un mot. Myriam a fait peut-être l'œuvre la plus étonnante du confinement, quand même, et en tout cas partager la plus étonnamment du confinement, qui est finalement rentrée d'ailleurs dans des institutions au MoMA. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que je pense que tu as vraiment suivi au jour le jour ce moment-là. Ouais, enfin moi je l'ai découvert sur Instagram Pareillement que nous. Ouais, comme tout le monde, et c'était vraiment je pense que c'est ces rares moments où l'art crée une possibilité ou un réconfort ou ouvre un petit peu des perspectives et donne envie, en fait. Envie de quoi, je sais pas, mais donne envie, un peu une pulsion de vie dans les lézards. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fait par Myriam avec une amie à elle, Oriane Bakri, qui du coup est née aussi d'une relation particulière, qui est née de manière très spontanée, comme un élément assez émotionnel et sentimental, et qui venait d'un instant très particulier quand même, qui était le début de la pandémie, avec tout ce que ça a impliqué pour chacun d'un point de vue émotionnel. Et je pense qu'elle a réussi à craquer, à rentrer dans une faille à la fois avec un travail formel incroyable, avec ces nouvelles images, ce côté anthropomorphe qu'on ne connaissait pas vraiment, mélangé à un côté vocal et musical très travaillé, avec des collaborations avec d'autres personnes aussi qu'elle a fait intervenir au fil des épisodes. Et je pense que ça a un petit peu le charme de toutes ces œuvres très très fortes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à définir pourquoi ça a eu l'effet que ça a eu. Et le fait que ça ait circulé sur Instagram aussi a eu cette... sans être une commission, sans être
une demande à peut-être accentuer cet effet. Alors, c'est drôle que ce soit acquis par le MoMA parce que, du coup, on institutionnalise quelque chose qui était complètement libre et spontané et anti-institutionnel, mais pourquoi pas? Et peut-être que c'est aussi... Peut-être que l'avenir de l'art passe aussi par là, de la même manière qu'on a vu apparaître le pop art dans les années 60. Peut-être qu'il y a un glissement aussi de formats qui naissent soit sur Instagram, sur Internet, ou dans des cadres un petit peu moins liés à l'art et qui passent au musée par la suite. Je pense que c'est pas plus mal pour le musée. Je pense que c'est génial pour le musée. Je pense que c'est un petit peu bizarre peut-être d'institutionnaliser des objets qui ne l'étaient pas. Oui, alors je vais rebondir sur 2 mots avant de passer la parole à Misla. Je pense que donc déjà, aller sur Instagram pour découvrir cette œuvre, pour découvrir les lézards et les découvrir par épisode, c'est-à-dire c'est presque une série par épisode, comme on pouvait lire, on va dire au 19e, au début du 20e siècle, des épisodes dans les journaux, dans les quotidiens, on lisait des épisodes. Il faut oublier qu'une grande partie de la grande littérature populaire du 19e siècle, elle est née comme ça. Et c'est vrai que sur la question d'intégration au musée, alors peut-être parce que je parle de mon point de vue de conservatrice qui, c'est la 2e institution que je dirige où il y a une collection. Et c'est vrai que par rapport au thème dont on parle, je vois la collection aussi comme une archive. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de se dire que des éléments qui sont pas toujours, dont on ne sait pas toujours comment ils vont survivre, parce qu'on sait qu'ils vont circuler vite, ils sont importants à un moment donné, ils deviennent une pièce aussi d'archive de l'histoire. Et ça permet après que tout le monde puisse se les réapproprier d'une certaine manière. Moi, je vois beaucoup la collection aussi comme un lieu d'une certaine manière d'archives anciennes, d'archives vivantes, mais surtout d'archives qui sont toujours réactivables parce qu'elles sont toujours montrables, parce que désormais, elles appartiennent à la collectivité. Ouais. Et là-dessus, justement, par rapport à c'est presque paradoxal de parler de cette exposition après la pandémie, parce que y a un décalage. Je sais que Misla voulait parler notamment d'un projet qui avait résonné pour elle par rapport à ta pratique, c'est We Dance, We Smoke, We Kiss à Fahrenheit. Peut-être que Misla, je te laisse la parole par rapport à ce que tu voulais dire par rapport à ce projet. I think you've sort of covered it off, but what I thought was quite interesting about the title of that show was this kind of maybe a focus on the banality or just the things that happen in daily life. And so I was very interested in what kind of relief or interest or joy the focus of artistic practice that deals with popular culture and humor brings. Oui, alors en fait, cette exposition We Dance, We Smoke, We Kiss a fait un petit peu partie d'un cycle d'expositions qui était en lien avec des artistes du Moyen-Orient. Et je pense qu'il y avait 2 expositions en particulier et une série de screenings. Donc, il y avait We Dance, We Smoke, We Kiss à Fahrenheit à Los Angeles en 2016. Et puis, il y avait eu une exposition juste avant, en 2014 ou 2015, à Vienne, qui s'appelait Like the Deserts Miss the Real. Et en fait, pour moi, il y a toujours eu ça a toujours été un petit peu étrange que l'identité soit le prémisse d'une exposition, parce que c'est pas vraiment ma manière de travailler, et je pense pas que des artistes doivent être regroupés par leur identité forcément, mais plus par d'autres affinités formelles ou de pratiques. Mais ça m'avait semblé important dans ces cadres-là de prendre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord ou la région en général comme prétexte pour pousser un petit peu les perceptions de ces pratiques. Dans le cadre de We Dance, We Smoke, We Kiss, effectivement, c'était l'idée de réintroduire cette idée de kitsch, de sensualité, d'humour, de travail autour de la culture populaire dans la perception d'artistes de la région, et en particulier aux États-Unis, parce que il y avait quand même, il y a quand même une tension latente, et l'image du Moyen-Orient, qu'elle soit à travers la télévision, le cinéma ou l'art contemporain, est assez étroite et étriquée. Et puis, c'est là, par exemple, que je parlais tout à l'heure de Bidoun Magazine, et Bidoun a vraiment été une influence très importante
dans la conception de cette exposition, parce qu'après le 11 septembre, le magazine s'est vraiment concentré sur la diffusion d'un art contemporain de la région et de la culture de la région via des prismes très humoristiques, mais aussi intellectuels et philosophiques et profonds et drôles. Et c'est ce ton qui m'intéressait, et ça m'intéressait de le développer à Fahrenheit, avec des œuvres d'artistes comme Maryam Benani, justement, mais aussi Slavs and Tatars, Tala Madani, Jumana Mana, Karim Lotfi, Sofia Almaria, des gens qui s'intéressent beaucoup à l'écrit, au storytelling, au langage, à l'humour, au jeu de mots, et qui réintroduisent un petit peu ça à travers leurs pratiques, encore une fois, sans forcément traiter de questions d'identité en propre. Et puis l'autre exposition qui était un petit peu dans cette série, Like the Deserts Miss the Real, en fait, j'avais été invitée par Armen Avanessian qui organisait dans le cadre de Curated By, qui est un festival d'exposition à Vienne, qui organisait ce cycle autour de l'accélérationnisme. Et en fait, moi, j'avais décidé de regarder l'accélérationnisme du point de vue des pays du Golfe et d'essayer de penser comment on peut penser l'accélération de notre mode de vie capitaliste depuis un lieu où on vit déjà dans le futur, en fait, où les choses sont déjà tellement accélérées qu'on ne voit pas comment on pourrait aller plus vite. Et du coup, de prendre le futur comme prisme à travers lequel regarder l'art et la production artistique d'une certaine région me paraissait intéressant par rapport à un monde qu'on a tendance à lier au passé plus qu'au présent ou au futur. On a souvent tendance à se retourner vers, encore une fois, vers l'histoire, vers un aspect un peu rétrograde de ces sociétés, et ça me paraissait crucial d'en montrer une autre facette. Et juste pour revenir à la question de l'archive dont tu parlais tout à l'heure, Annabelle, je pense que c'est une question assez cruciale. Qu'est-ce qu'une archive et comment montrer une archive? Et que l'archive de la culture populaire aussi est assez pertinente. Et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée quand on a travaillé sur Made in LA, donc l'exposition au Hammer, avec Lorraine Maclair, ma co-commissaire. Et on a un projet en particulier, enfin, on a plusieurs projets qui sont en lien avec des archives, mais un en particulier qui a été organisé par Sabrina Tarasov, qui est une commissaire qui est maintenant basée à Paris, mais qui réalisait sa thèse de fin d'études à CalArts. En fait, Sabrina s'est concentrée sur le groupe, le Poet Gang de Beyond Baroque, qui était un club littéraire à Venice Beach, rassemblé par Dennis Cooper entre les années 1976 et 1986. Et en fait, Sabrina a décidé de montrer toutes leurs archives et toutes leurs pratiques en les intégrant à une maison hantée, une maison hantée comme celle qu'on voit à Euro Disney ou dans d'autres parcs d'attractions. Et donc, c'est vraiment une expérience pour le visiteur qui a du coup une perception extrêmement fragmentée et pas du tout linéaire et pas du tout structurée de ce qu'était Beyond Baroque à l'époque, à la fois en termes de contenu, mais du coup en termes d'éthos aussi, et on a un peu une incarnation de l'archive dans la conception même de sa présentation. Merci, je suis très heureuse d'entendre cette question sur l'archive, puisque, alors, je vais dire un mot peut-être personnel, mais en fait, moi, au départ, j'ai fait l'école de Chartres, ce qui, dans le contexte français, est assez particulier, tout en sachant que je comptais travailler dans l'art contemporain. Et pour moi, cette question de l'archive, elle est double. Elle est à la fois celui de donner les moyens aux autres de faire de l'histoire. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Mais aussi de se dire qu'au-delà de faire de l'histoire, c'est aussi comment faire de l'histoire aujourd'hui, quel sens de l'archive a aujourd'hui, mais aussi dans la responsabilité de travailler dans l'art contemporain, aussi créer l'archive du futur. L'archive du futur, ça ne veut pas dire qu'on définit ce que va penser le futur, mais donner les moyens de rassembler ce que quelqu'un d'autre pourra faire avec. Et sachant que sûrement, il pensera quelque chose de très différent de nous, et tant mieux. Mais je pense que cette question-là, elle est d'autant plus cruciale parce qu'on soit on travaille avec pas assez d'archives, soit on travaille avec trop d'archives. Mais qu'est-ce qu'on fait avec soit cette masse d'archives, soit cette absence d'archives, ce qui est vraiment le cœur de ce qu'on développe sur ces 2 jours.
c'est-à-dire des gens qui ont aussi bien l'expérience de se dire qu'est-ce qu'on choisit comme archive parce qu'il y en a trop, comme l'expérience de se dire mais moi, je n'ai pas le matériel d'archive pour faire une forme d'histoire. Et cette question de visibilité, invisibilité, c'est-à-dire comment est-ce que, de certaine manière, parfois, il manque des choses pour être visible, mais parfois, il y a trop de choses pour être visible. Et ce qui est, d'une certaine manière, l'histoire d'aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est une histoire passionnante. Hein. C'est fascinant d'être plongé dedans. Et c'est surtout fascinant d'entendre combien on interviewe beaucoup de personnes, mais on aurait pu en interviewer d'autres qui vont et qui rentrent dans cet enjeu-là. Et je voudrais rebondir par rapport à ce que tu disais sur cette question, justement, que tu as ouverte un peu sur les géographies, c'est-à-dire travailler à partir de la géographie du Golfe. Toi qui finalement tu t'es formé en France, travailler sur presque ta géographie d'origine, même si j'aime pas le mot, mais puisqu'on a tous plusieurs origines, et en même temps se retrouver à travailler sur une troisième géographie qui est la géographie américaine, puisque Medilele, on le rappelle, c'est la Biennale de Los Angeles. Comment est-ce que tu superposes tes géographies, en fait? Ouais, c'est quelque chose d'assez complexe, mais peut-être parce que j'ai changé de géographie justement assez vite dans ma vie et que j'ai déménagé en France quand j'avais 18 ans. Ça a toujours été quelque chose d'assez naturel de naviguer entre plusieurs contextes, entre plusieurs langues. Et en fait, ça c'est peut-être un point plus personnel, mais j'aime beaucoup la nouveauté en fait, et le changement alimente un petit peu ma pensée et ma réflexion. Donc me retrouver sur des terrains neufs que je dois apprivoiser a toujours été assez excitant. Et donc la France l'a été pendant un moment, les États-Unis le sont maintenant, et ça c'est des choses qui ont un peu été un moteur dans mon parcours. Après, en termes de focus, oui, ma région d'origine, donc qui est l'Afrique du Nord, et par extension le monde arabe, et du coup avec des liens sur le Moyen-Orient, est devenu un focus, encore une fois, de manière très que j'ai toujours vu de manière assez temporaire, pour avoir un petit peu cet aspect correctif de ce que je sentais comme étant une mauvaise représentation de ces pratiques-là. Donc, je ne prétends pas du tout avoir montré la bonne voie ou quoi, mais il me semblait important de créer un petit décalage ou une autre manière de penser les choses par rapport à ces régions-là. Et après, c'est drôle parce que, ayant commencé ma carrière en France, les questions d'identité sont appréhendées de manière très particulière en France, et elles sont appréhendées de manière complètement différente aux États-Unis. Donc, quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, il y a vraiment eu un clash aussi, un clash de civilisation interne entre mon moi éduqué français et mon moi évoluant aux États-Unis. Et je trouve que, et c'est des questions d'ailleurs qui sont vraiment abordées aujourd'hui sur le champ politique et sur le champ théorique et sur le champ de la pensée, et qui sont très complexes et qui créent encore plus de clash à d'autres niveaux. Mais ça a été assez important et intéressant d'arriver à naviguer et à changer de mode de pensée en fait entre les deux, et du coup peut-être à former quelque chose qui est un équilibre entre les deux visions, une vision qui considère l'universalisme comme base totale et l'effacement des éléments identitaires dans un contexte idéal, et une autre vision qui se concentre en fait sur les identités de chacun et essaie de les faire exister au mieux dans un contexte multiculturel, avec les deux ayant leurs excès. Mais du coup, ça a pas été facile, mais moi je considère que c'est vraiment une gymnastique de l'esprit en fait, et de changer de langue et de changer de contexte pour travailler, et ça force à ne jamais être dans une zone de confort en fait, de confort de pensée ou de confort de pratique, parce qu'on n'est pas toujours entouré de gens qui sont d'accord avec soi, ou de gens qui pensent comme soi, ou qui ont été formés à penser comme soi. Oui, je pense que c'est une vraie question par rapport à ça. Et
Et en fait, Misla et toi, vous avez tous les deux à un moment fait des projets en Tunisie, ce qui est assez étonnant, mais je me dis que c'est aussi intéressant de poser des questions aussi sur les projets que tu as fait en Tunisie. Misla, I wanted to know if you want to share with Miriam your both experience in working in Tunisia, because you have done both of you have done project in Tunisia nearly the same time. Yeah, I mean, I can speak about having the opportunity to work in Tunisia. It was actually for a photography festival on an island. And one of the things that I realized that for myself, it was really great to do this project in sort of this rather remote region in Tunisia, because accordingly, Tunis is the art center, and in Kerkena, art is not really common. But so I actually decided to do a project with two, I'd say, fairly established photographers, a Malagasy and a Ghanaian photographer. The reason being that one of the missions of this festival was really to assist or emerging artists, I guess you could say, emerging photographers. And I felt it was kind of relevant or important to give artists the sense that they're operating within a long tradition of making, because I think that's one of the issues that we face within contemporary artistic practice within the African continent, is that there have been so many eruptions that the continuity of practice is not always totally clear. That's so we can say an archive. But I wanted to sort of deviate, because I wanted to actually, I really find it very interesting, your thoughts around the archive and also around Bidoun. And really at the end of the day, working in a way that you spoke about something called radical empathy. I think you said you spoke about how you can lose faith in art, but you can regain it through art, through certain encounters with art. And when I think about the Bidoun Library, for example, I think it responds to that idea of complexity. It's exhausting to constantly have to present yourself as a response to various stereotypes. I think the Chimurenga Library has done the same thing as well. And so for myself, I think I have a very open idea of what an archive actually is, because many artists, I think, are having to respond to a certain kind of framework. And for example, within the exhibition that we made with Annabelle, Bhavisha Panchai, who's a South African artist, she's working with music and records, something called, along the same lines of popular culture, to think about history, to think historically in the present. And also we invited contemporary Anne, who's also working with the library and really thinking in an associative way, like how histories are actually made without erasing the complication. And I think that's one of the things that I think for myself with my curatorial practice, it's like, how do you give a complex vision to people so that they can really engage with the work ultimately? Myriam, lorsque tu as exposé et curaté des expos justement en Tunisie, qu'est-ce que tu as choisi de présenter? Est-ce que pour toi, ça a changé ce que tu voulais montrer? Oui, c'est intéressant d'entendre l'expérience de Misla en Tunisie aussi, parce que c'est vraiment un contexte particulier. La Tunisie est un pays extraordinaire, mais tellement hors du système, en fait, d'une certaine manière, que organiser des projets là-bas est toujours un peu complexe, toujours un peu difficile, mais tellement gratifiant. Moi, j'ai pas vraiment changé ce que j'aurais présenté ailleurs. En fait, le projet que j'avais organisé là-bas, c'était dans le contexte de Jau Tunis, qui est un festival d'art contemporain organisé par Lina Lazare via la Fondation Lazare. Et Lina m'avait invité à organiser un projet en lien avec la thématique de l'eau, donc dans une acception très large de ce mot, et dans une ancienne église qui datait du temps de la colonisation et qui avait été transformée d'abord en poste de police, puis en club de boxe. Pour les jeunes recrues de la garde nationale. Donc un lieu complètement incroyable, l'architecture d'une petite église et avec un énorme ring de boxe à l'intérieur. Et du coup, j'ai invité des artistes avec lesquels j'avais envie de travailler, qui étaient
qui pourrait répondre à ce contexte. En fait, il y avait Lydia Ouraman, par exemple, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux architectures et aux manières dont les histoires sont engravées ou incarnées par l'espace, le son, les murs, etc., qui avait réalisé une pièce sonore incroyable pour l'exposition. Alex Sayed, qui est un artiste franco-tunisien, dont le travail a vraiment à voir avec le déplacement, la traversée, le compagnonnage entre un point A et un point B, et du coup cette relation à l'eau et à la Méditerranée m'intéressait beaucoup via son travail. Puis j'ai invité des artistes comme Alia Ibri, qui est une photographe libanaise, qui a réalisé un projet autour des élèves du club de boxe, en fait. Une série de photographies avec eux et dans l'espace. Du coup, c'était vraiment une réponse directe au contexte et pas quelque chose qui avait été spécifiquement pensé pour la Tunisie ou dans le contexte de la Tunisie, mais plus dans le contexte de l'Arwina, qui est le quartier dans lequel existe l'église, et dans ce contexte architectural particulier. C'était vraiment une super expérience parce que je pense que de la même manière que j'avais un petit peu coupé les ponts avec, enfin pas coupé les ponts avec la Tunisie, mais pas du tout, mais j'avais jamais intégré cette partie de moi dans mon travail. Cette invitation m'a un petit peu permis de renouer avec Tunis et a ouvert des possibilités pour le futur, parce que j'aimerais vraiment continuer à créer des projets avec cette région qui a un rapport à l'art contemporain qui est beaucoup plus frais, en fait, parce qu'il y en a beaucoup moins. Il y a quasiment pas de musée d'art contemporain à Tunis. Il n'y en a pas, d'ailleurs, pas de musée d'art contemporain à Tunis. D'ailleurs, on peut dire, pour ceux qui nous écoutaient tout à l'heure, on va écouter de la poésie de Nissen Cosentini, lue par Nissen Cosentini. Et Nissen Cosentini, donc, qui est une artiste tunisienne, est également présente dans l'exposition. Et je te posais aussi cette question-là parce que tu es souvent revenu sur le fait que d'une certaine manière, il y avait cette question, j'essaie de la poser correctement, mais du vernaculaire orientaliste, mais qu'au contraire, tu essayais d'utiliser de manière désorientalisée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que quand tu parles de la correction, je pense qu'il y a ça, il y a cette question du renvoi souvent à une forme d'orientalisme. Et ce renvoi à une forme d'orientalisme, il oublie aussi combien, justement, il y a une tradition dans beaucoup des pays du Maghreb d'un soft power, on va dire, pour le terme anglais, en tout cas d'une culture populaire ou de chanteurs qui ont une tradition d'action politique qui ne se reflètent pas forcément dans leur contenu, mais dans leur manière d'être, dans leur manière de partager. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça ? Oui, absolument. En fait, j'avais commencé à utiliser ce terme un peu barbare de désorientalisme vernaculaire, mais que je trouvais assez représentatif un petit peu de ce travail de cette nouvelle génération d'artistes avec laquelle je travaillais. Encore une fois, parce que il y a un certain vernaculaire dans leur pratique, on sent qu'elle vient dans certains moments et d'un certain endroit précisément, mais à la fois, il y a ce désorientalisme parce qu'elle ne correspond pas aux clichés ou aux projections qu'on peut avoir sur la région. Et je suis d'accord, je trouve que ces formes de pratiques populaires dont tu parles sont extrêmement intéressantes, notamment parce que vraiment, comme tu le disais, elles ne naissent pas forcément d'un contenu politique. Leur objet n'est pas nécessairement politique, mais c'est leur existence et la manière dont elles circulent, la manière dont elles sont diffusées et leur présence même qui est politique. Et je trouve que par rapport à l'art contemporain, c'est un modèle assez intéressant et assez inspirant parce que on se retrouve à une époque quand même où la politique est devenue un thème. C'est un JPEG ou c'est un hashtag, en fait, pour reprendre les terminologies Internet. Et donc, des pratiques complètement dépolitisées traitent de politique. Et ça me paraît quelque chose d'assez dangereux parce que ça ne fait que reproduire un certain statu quo, ça ne fait que reproduire l'existence des institutions telles qu'on les connaît avec une façade politisée et du coup une certaine bonne conscience. Et du coup, ces modèles-là du Moyen-Orient qui
du fait du contexte de l'époque, de la censure notamment, ne pouvaient pas se permettre de mettre en avant des contenus politiques, mais diffusaient leurs idées autrement et se concentraient sur l'action. Et donc, c'est à la fois intéressant par rapport à nos pratiques actuelles et intéressant par rapport aux images qu'on se fait d'un contexte culturel un peu plus conservateur, disons, dans ces régions. Oui, on pensait à ça parce que notamment, Misla, you were talking about this subversion of subculture, about Kulthum, A Voice Like Egypt, the documentary. And yeah. we are doing a parallel with that documentary talking about what was going on with popular culture in the context of Maghreb. Yes, I was thinking about the documentary that was recording her time when she visited Tunis in 1968, and this was following the Six-Day War in Egypt, where she was, touring all of the Arab-speaking countries in order to raise money for Egypt's war chest, as it was. And I thought was quite fascinating about that story was that she sang in classical Arabic poems, and she spoke about lost love, actually. And that was kind of the metaphor that she used to speak about Egypt's defeat. And, as she started singing, I think, the translation of the first words was, give me my freedom, untie my hands. And, the audience just went like crazy. And I think maybe it was her sister or a family member that said that actually Kulthum was actually way more famous on the streets of Tunis than she was in Cairo. And so it made me think about this idea of popular culture, about how popular culture through form of music actually has been consistently, a connecting tie through the Mensa region. And it made me actually think about one of the works that you showed in Tunis, which was Jessie Musselman's video. Can you, that video really stood out to me because one, it was a music video. And I thought it was quite interesting that you took a music video and you placed it within the context of an art exhibition. Can you maybe speak to that, like how you came to that decision and this kind of, I guess you can say, reorientation? Yeah. Well, I think pardon. Switcher de langage, de langue. En fait, ça rejoint un petit peu ce à quoi je faisais référence tout à l'heure en parlant du fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie en fait dans mon travail entre la culture populaire et l'art contemporain. Je pense qu'il peut y avoir des formes d'art très pertinentes dans d'autres formes en fait, que ce soit au cinéma, dans l'univers du clip vidéo. Il se passe des choses très intéressantes, surtout dans les domaines de l'image en mouvement, je trouve. Et qu'il y a parfois plus d'expérimentation dans un clip vidéo que dans une vidéo d'artiste. Et ça peut être assez fascinant. Et je trouve que Jessie Moussalem a vraiment cet aspect de jouer sur les deux fronts. Ça m'intéressait que son clip soit pour le groupe Mashrou' Laila, qui est un groupe de rock libanais en fait, et qui a un succès dans le monde arabe digne de, je ne vais pas dire Kulthum, mais qui rassemble ces foules-là en fait, avec en plus une sensibilité queer qui est assez importante et assez subversive du coup dans ces contextes-là, mais qui encore une fois ramène une couche supplémentaire de complexité qui est comment penser une identité queer dans le Moyen-Orient. Donc cet aspect-là m'intéressait à travers Mashrou' Laila, et les images créées par Jessie m'intéressaient aussi parce qu'il y avait cette subversion encore une fois des clichés, puisqu'elle fait danser des femmes voilées, elle les fait combattre, elle les fait se réunir, et donc il y avait un petit peu un clin d'œil à cette stigmatisation de la femme arabe ou de la femme arabe religieuse, notamment, bon, je ne parle même pas de la France, mais de manière générale. Et ça me plaisait d'introduire ce petit grain, en fait, d'une vision un petit peu différente à travers l'œuvre de Jessie. Et
je trouve que son travail avait sa place dans cette exposition et au sein de cette église aussi. Ça me fait rebondir sur une transition qui est presque toute trouvée, mais justement sur cette question des allers-retours. Parce que nous-mêmes, justement, dans l'institution, hein, tu parlais tout à l'heure des frontières, hein, nous, on est une institution, en fait, où notre but, c'est que les gens viennent au musée, mais aussi que les lieux intermédiaires soient tous travaillés comme des espaces d'art, mais aussi, nous, on va dans des espaces non artistiques. C'est une de nos grandes spécificités, c'est d'aller dans des espaces non artistiques, parfois faire des choses dont les gens ne vont même pas savoir que c'est de l'art, mais ce n'est pas un problème. Et d'une certaine manière, je rebondis sur cette expérience dont tu parlais, puisque ta dernière expérience, c'est presque l'inverse. C'est presque amener des œuvres d'art dans un format télévision. Cette question du format télévision, on sait que c'est quelque chose de récurrent depuis longtemps, hein. On a ces premières expériences dans les années 70 avec Gary Shum qui essaie de faire un programme télé d'œuvres d'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les plateformes, les réseaux sociaux, on a ces espaces-là, mais ce n'est pas parce qu'on a les espaces qu'on arrive forcément à les occuper. C'est aussi la question. Ce n'est pas parce qu'on occupe un espace que cet espace, il va forcément faire le lien avec quelqu'un, hein, puisque ça, cette question de la rencontre, au-delà de la possession de l'espace, elle est importante. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment finalement tu es arrivé à l'inverse cette fois-ci de ce que tu as dit, c'est-à-dire d'amener un clip dans une exposition dite d'art et pas dans une exposition dite de musique ou dite d'ethnologie musicale, etc. Mais au contraire, un programme de vidéos d'artistes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et d'ailleurs, pour l'avoir regardé, j'ai reconnu aussi certaines vidéos qui, normalement, les artistes disent non pour la passer en dehors d'un grand écran sur un mur avec un projecteur de 10 000 lumens. Oui, je pense que Renaissance TV était vraiment une expérimentation assez incroyable et mon premier projet en fait pour la Renaissance Society commençait à la tête d'une institution dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre de pandémie et d'isolation globale a été assez complexe et je pense que ça a été compliqué pour les artistes aussi parce qu'ils se sont retrouvés comme étant un peu des pourvoyeurs de contenu pour donner du sens à tout ce qui était en train de se passer en ligne. Donc tout le monde a essayé de migrer en ligne avec des programmes plus ou moins réfléchis et demander aux artistes du contenu en fait, de faire fonctionner la machine. Et en fait, avec Renaissance Society est née de conversations avec des artistes avec lesquels je parlais à ce moment-là, notamment beaucoup Myriam Benani et Neil Beloufa, qui réfléchissent au-delà de leur pratique, surtout dans le cas de Neil, au-delà de sa pratique, il réfléchit beaucoup à la diffusion et à la circulation des œuvres, au statut de l'artiste et à la manière dont tout ça fonctionne. Et en fait, on se disait comment faire en sorte que Internet ne soit pas simplement un outil de diffusion, devienne véritablement un matériau et quelque chose dont on prend vraiment compte pour produire. Et donc Renaissance TV a été un petit peu une réponse à ça parce que à la fois, on a commissionné des nouvelles œuvres donc, qui étaient produites spécifiquement pour ça, ce qui nous a permis de payer des artistes, aux artistes de payer leurs équipes, leurs studios, etc. Donc, de relancer un petit peu une production et ne pas se concentrer seulement sur des œuvres existantes, mais aussi de montrer des œuvres existantes en payant des filles aux artistes, mais de les montrer de manière différente, c'est-à-dire pas comme elle pourrait être montrée sur Vimeo avec une rediffusion, etc., mais dans un flux, donc avec un espèce de côté aléatoire où elles apparaîtraient à un moment donné. Il y aurait un petit peu ce côté surprise qu'on a perdu avec Internet, qu'on avait un petit peu avec la télévision. Non pas que je vais revenir au modèle de la télévision, mais cet élément un petit peu aléatoire et de découverte était assez intéressant. Et ça a vraiment fonctionné parce que il y a eu un sens de communauté en fait qui s'est développé pendant ces 24 heures où les gens regardaient les choses en même temps dans plusieurs pays différents, à plusieurs heures différentes. Et puis ça se rejoignait sur les réseaux sociaux parce que tout le monde repostait ce qu'il voyait, ce qu'il regardait. Et ça a créé de manière un peu surprenante juste une possibilité intéressante en fait de ce qu'Internet peut faire
pour l'art, ou la manière dont l'art peut utiliser Internet pour des nouvelles formes de diffusion plus démocratiques, plus ouvertes, et qui ont plus de sens à la fois pour les artistes et pour les spectateurs. On est déjà presque à la fin de la conversation qui pourrait durer beaucoup plus longtemps. Je trouve que c'est intéressant que tu parles de Naïve Eloufa parce que je sais que vous travaillez pas mal ensemble, vous connaissez depuis longtemps. Je l'ai moi aussi exposé et j'ai trouvé que ses positions à ce moment-là étaient super intéressantes parce que d'une certaine manière, il l'avait anticipé en ressortant des œuvres qu'il avait créées à l'époque uniquement sur Internet, uniquement pour Internet, et avec aussi cette idée qu'il n'y a pas un mode de diffusion, qu'il n'y a pas un mode de l'art, et que d'une certaine manière, c'est aussi à nous, institutions, même si on court toujours après, même si nous aussi, on travaille avec aussi cette idée de rester quand même un lieu de rassemblement des possibles. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important, de se dire que ce travail-là, il pourrait être aussi dans une diffusion complètement autre, qui sortirait complètement et qui d'ailleurs n'a pas forcément à être besoin d'être indépendant des institutions parce que les institutions pourraient tout à fait aussi commissionner des programmes qui n'existent pas dans les murs et ce qui sont des choses auxquelles nous on réfléchit, notamment quand on fait des œuvres qui promènent sur les bateaux, c'est un peu notre spécificité, mais aussi dans cette idée de ce qu'on fait aussi en ce moment, c'est-à-dire offrir un moment de conversation à ceux qui nous regardent, pas en se disant faites comme nous, mais plutôt faites comme vous avez envie de faire. Et ça, je pense que c'est le plus important. Misla, Myriam, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour clore cette conversation très riche? Merci à toutes les deux. Est-ce que l'une de vous deux, je ne sais pas. Non, merci beaucoup. C'est vraiment c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de discuter de ces choses-là en français. C'est assez rare et je pense que c'est un moment de... J'ai l'impression qu'on est dans un moment où la conversation est importante parce qu'il y a des discours qui se développent à droite, à gauche, mais il y a assez peu de dialogue en fait qui se crée. Et je pense que la crise qu'on est en train de vivre crée aussi une crise d'identité des musées, des institutions culturelles et de nos pratiques. Je ne sais pas si on peut continuer à pratiquer le travail de commissaire comme on le faisait avant. Je ne pense pas. Et du coup, je pense que cette phase de dialogue et de conversation est vraiment essentielle pour passer à la suite, quoi. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Je pense que cette idée de continuer le dialogue, je pense que c'est le plus important. Et d'ailleurs, à la suite de cette conversation, on va entendre d'autres voix, notamment celle d'Amira Hanafi et puis ensuite celle de Nissen Cosentini, parce que ce qui est le plus important, c'est sûrement de laisser la parole aux artistes et de les accompagner justement dans leur dialogue pour que leur dialogue soit accessible à tout le monde et pas uniquement à nous qui avons la grande chance de pouvoir dialoguer avec eux au quotidien. Merci à vous tous et merci à vous tous qui nous suivez. Et c'est bientôt la clôture de ce programme, mais encore 2 interventions après nous grâce à 2 artistes incroyables. Merci Myriam, merci Misla pour cette belle conversation. Merci à vous deux. Au revoir. Thank you.